Je m'appelle Dora Moutot, j'ai 32 ans, je suis journaliste, je suis auteure et je suis la créatrice de pas mal de communautés internet diverses et variées, dont une s'appelle Tajoui, qui est une communauté internet autour de la sexualité féminine. Et j'ai aussi une communauté internet autour des problèmes d'intestin, vu que j'ai sorti un livre là-dessus. Cette communauté s'appelle Comment hacker ses intestins. Voilà. À la base, j'ai une formation de styliste, modéliste. J'ai cru que je voulais faire du vêtement. Lorsque j'ai réalisé ensuite par la suite que c'était pas le vêtement qui m'intéressait, que c'était véritablement en fait plutôt la sociologie du vêtement. Ce qui me fascinait, c'était qu'il y avait des groupes qui se fédéraient autour d'allures et de styles différents, et que finalement cette culture vestimentaire partagée reflétait une certaine philosophie, un certain état d'esprit, et c'était ça en fait qui m'intéressait plus que le vêtement en soi et la création de vêtements en soi. Ceci dit, j'ai quand même fait ces études-là, et très vite je me suis rendu compte que j'avais pas du tout envie de travailler dans l'industrie de la mode, parce que pour moi l'industrie de la mode, ça reflète des valeurs et une éthique tout à fait discutable, et que si je rentrais là-dedans, ça allait être pour tenter de changer cette industrie de l'intérieur, changer les valeurs au niveau de l'écologie qui sont une énorme catastrophe, changer aussi le regard qu'a la mode sur les femmes, sur le corps des femmes, et que tout ça c'était un combat que finalement j'avais peut-être pas tant envie de mener que ça. Que c'était trop lourd, que c'était des industries, surtout en France, qui sont extrêmement pesantes, extrêmement difficiles à changer. Et donc je me suis dit, ce qui m'intéresserait plus, finalement, ce serait plutôt d'écrire et d'être journaliste en fait dans la mode. Et je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai fini mes études de stylisme, j'ai dû faire une collection. Et la collection que j'ai faite, en fait j'ai fait une collection avec des imprimés, avec des caniches partout. Et j'étais obsédée, en fait je me suis obsédée par les communautés de gens qui étaient fans de leurs chiens. Et il y a des communautés comme ça que j'ai intégrées sur internet, de gens complètement tarés qui ont eux-mêmes des t-shirts avec leurs chiens préférés, ou ils ont des porte-clés chiens, et puis même il y a beaucoup de gens qui ressemblent à leurs chiens, ils se font la même coiffure que leurs chiens. Et ça m'a vraiment... cette idée de ressembler à son chien, quelque part, et de changer son allure parce qu'on a une passion canine, ça me faisait marrer. Et je passais en fait des heures à surfer sur ces forums, à parler à ces gens-là. Et j'en ai rien à foutre de faire des vêtements avec des chiens, en fait. Ça m'intéresse... c'était qu'une excuse pour m'intéresser à ça. Et après, je me suis dit, il faut que je le traduise dans une collection. Mais le véritable intérêt, c'était cette communauté qui se fédérait autour des chiens et sur comment vestimentairement ça se traduisait. À ce moment-là, je me suis dit, en fait, si je veux passer du temps à surfer dans des communautés plus ou moins loufoques, il faudrait mieux que j'écrive dessus, parce que vaut mieux que le produit final soit un texte qu'une collection de vêtements qui n'a pas vraiment de sens, en fait. Donc je me suis dit, je vais faire stylisme. Après avoir fait stylisme, je me suis dit, je vais faire journalisme. Et du coup, j'ai fait une formation en Angleterre à la Centrale Saint-Martin, qui est une école de mode, mais qui est une école de mode où, à l'intérieur de cette école de mode et d'art, ils ont un programme de journalisme et communication de la mode et de l'art. Donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire ça. J'ai fait ça. Et dans ces années-là, je me suis sentie très libérée parce que le cursus, parce que l'Angleterre a une approche un peu scolaire différente. Sachant que moi j'ai eu beaucoup de mal avec l'école en France. Je suis quelqu'un je n'ai pas le bac. J'ai arrêté l'école assez rapidement au lycée parce que j'ai un type d'intelligence qui rentre pas dans les cases de ce qu'on considère être fonctionnellement intelligent dans l'école de la République, on va dire. Et j'ai toujours
j'ai toujours été hors sujet, c'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, on me donnait une dissertation, quelque chose à faire, et il y avait une petite ligne qui allait peut-être m'intéresser là-dedans, et j'allais m'exciter pour cette phrase et dire « Ah putain, mais génial, je peux aller chercher ça et ça et ça », et puis après, j'avais un zéro, j'avais un hors sujet, parce que c'était pas ça qu'on attendait de moi, sauf que moi, j'ai un cerveau en arborescence, et la façon dont je fonctionne, c'est il y a un truc qui m'intéresse, qui m'amène à autre chose, et puis je me laisse embarquer par la passion, sauf qu'à l'école, on me demandait juste de rentrer dans les clous, et la passion n'avait pas de place, et je ne suis pas quelqu'un qui sait apprendre quand on lui demande d'apprendre, et j'en ai énormément souffert, donc j'ai quitté l'école assez rapidement. Et en Angleterre, quand j'ai repris des études là-bas à l'université, pour devenir journaliste, ça m'a beaucoup aidée parce que je pense que j'aurais jamais pu être journaliste en France dans un cursus de journalisme plus classique, Sciences Po ou un autre type d'école qui m'aurait demandé de rentrer dans les cases. Tandis que là-bas, déjà c'était du contrôle continu. Lorsque je suis complètement incapable d'être efficace quand on me fait faire un test, je panique totalement et puis je pense que l'intelligence ne se mesure pas à travers un test du tout. Je trouve que c'est scandaleux d'en être encore à un niveau aussi archaïque dans la façon dont on mesure les capacités des gens. Et là-bas, on m'a fait comprendre que ce qui était important, c'était d'être qui j'avais envie d'être et d'être fascinée, enfin, en fait, de pousser les qualités que j'avais déjà. Et au lieu de me dire, ben voilà tout ce que tu ne sais pas faire, ce que fait quand même pas mal souvent le système français, et de dire, ben, en fait, là, t'es une grosse merde et il faudrait surtout que tu t'améliores. Là, on était plus en train de dire, en fait, là-dedans, dans ce truc précis, en fait, il y a un truc, vas-y. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait à l'époque dans la mode, moi, j'aimais les trucs très kitsch. J'aimais aussi, j'étais à fond dans la culture Jap et dans tout ce qui était kawaii, Harajuku, etc. Et j'aimais les choses too much. Voilà, il y a quelque chose qui me fascinait là-dedans. J'aimais les esthétiques qui flirtaient avec le mauvais goût. Et là où en France, même dans mes études de stylisme, on me disait toujours « Mais Dora, t'as tellement mauvais goût, il y a le chic français, regarde les finitions, il faut que tu sois dans un truc plus conceptuel, plus intellectuel. » Parce que moi, j'aimais les fioritures, j'aimais les dentelles, j'aimais le too much, j'aimais les trucs à vomir, quoi. Et franchement, c'est ça qui me plaisait. Là, on m'a dit « Mais tu sais quoi, tu aimes les trucs à vomir, eh ben, deviens doué dans les trucs à vomir. Vas-y, tu aimes le mauvais goût, il faut que tu deviennes la spécialiste du mauvais goût. » Et c'est ça comme on dit les Anglais. Et là, je me suis dit, ah, ok, super, j'y vais. Et à cette époque-là, donc, je fais mes études, donc journalisme et communication là-bas, et je lance ce blog qui s'appelle donc La Gazette du mauvais goût. Et ce blog fonctionne finalement assez rapidement. C'est l'époque où les blogueuses, enfin il y a un véritable élan autour de la blogueuse mode, sauf que moi j'ai un angle différent, je parle des choses qui sont à la limite entre le bon goût et le mauvais goût, et souvent ce qui est très pointu dans la mode réside sur cette ligne un peu de funambule. Il faut savoir en fait, pour moi la mode avant-gardiste c'est de savoir repérer ce qui aujourd'hui est de mauvais goût mais va potentiellement devenir une tendance de bon goût. Et moi ce qui m'intéressait c'était d'observer cette transition. Et souvent, je repérais un truc de mauvais goût et c'est un peu comme si je pariais dessus. Je me disais, cette veste-là, ce type de pompe-là qu'on considère ringarde et dégueulasse, allez, je lui donne 2 ans pour faire une transition. Et j'observais la transition et je faisais des articles là-dessus, de comment un truc passe d'un truc qui se vend sur eBay, dans les fins fonds d'eBay et tout le monde s'en fout, à quelque chose qui tout d'un coup va être sur les défilés et que les gens vont acheter des centaines, voire des milliers d'euros. Et j'observais ça aussi dans le monde de l'art. Donc c'est un truc qui m'a beaucoup intéressée. Et j'ai aussi vécu l'émergence sur Tumblr, parce qu'à l'époque, j'ai commencé ce blog en 2009, mais en 2010-2012, Tumblr a pris beaucoup de place sur Internet. Et il y a eu une sorte d'émergence de ce qu'on appelait le net art. Et le net art s'est beaucoup inspiré de tout ce qui était de mauvais goût et aussi de cette culture web, GeoCities, cette esthétique d'internet un peu dégueulasse qui a disparu avec la venue d'Apple, qui a tout lissé avec le développement web où les devs ont commencé à faire des trucs jolis. Et du coup, il y avait toute une communauté qui s'est réappropriée en fait
tous les gifs dégueulasses d'Internet. Et tout d'un coup, la Gazette du Mauvais Goût a fonctionné parce que je faisais partie d'une sorte de mouvement comme ça sur Internet. Donc moi, ça m'a beaucoup... Ouais, ça m'a beaucoup porté, en fait. Cette communauté web m'a beaucoup porté. J'ai fait mes armes sur Internet comme ça. J'ai réussi à avoir une communauté de à peu près 40 000 personnes juste sur ce truc de mauvais goût. Ça m'a donné beaucoup de visibilité. Et puis après, j'ai continué mon parcours sur Internet et j'ai eu toujours envie de faire d'autres et d'autres projets. Tu es passé de la matière donc aux vêtements. Du coup, ce qui t'intéresse, c'est le vivant. Ouais, c'est le vivant. Tu peux nous dire en fait quel était l'élément déclencheur qui t'a emmené dans cet univers? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais plutôt un parcours sur le vêtement, sur la mode. Et puis peu à peu, je me suis mis à m'intéresser au corps et au fonctionnement de nos entrailles. Et aujourd'hui, je suis en train de passer de journaliste mode à journaliste santé, voire activiste dans le monde de la santé. Et cette transition n'est pas évidente parce que je suis passée de quelque chose d'assez superficiel qui entoure notre corps, soit de façon fonctionnelle, soit pour nous rendre plus beaux, plus agréables à regarder, à quelque chose d'essentiel et quelque chose qui fait partie du monde du vivant. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, je suis tombée malade des intestins. D'un jour à l'autre, après une longue prise d'antibiotiques, je me suis mis à ballonner tout le temps et à avoir une digestion catastrophique et surtout à avoir un nombre de gaz. Enfin, j'étais une machine, une usine à prout. Et ma vie sociale, je savais plus où me placer, quoi. Je savais plus quoi faire. Et il y a un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce qui produit autant de gaz en fait? Enfin, je veux dire, c'est du délire. J'ai été voir des cinquantaine de médecins et ils me disaient tous, mais vous savez, c'est dans votre tête, c'est psychosomatique. Et je me rendais bien compte qu'il y avait un lien effectivement entre des crises dépressives chez moi et le fonctionnement de mon intestin. Mais toujours est-il que je produisais tellement de gaz que je me disais, mais il se passe une réaction chimique en fait. Enfin, c'est pas un effet de mon esprit, il y a quelque chose qui se passe. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, je vais faire une enquête au cœur du prout, si on veut, et je vais trouver ce qui se passe. Si les médecins ne sont pas capables, eh ben, même moi qui n'ai aucune notion scientifique, c'est pas grave. Je vais acheter 55 livres, anatomie, biologie, microbiologie, naturopathie, plantes, voilà tout. Puis je vais tranquillement commencer à lire. Donc peu à peu, j'ai compris le fonctionnement de mon propre corps et je me suis passionnée pour le microbiote, qui sont ces milliards de bactéries qu'on a dans l'intestin. Et en fait, j'ai découvert que l'origine de mes gaz, c'était... en fait, j'ai découvert que mes gaz étaient des co-créations. Et à partir du moment où j'ai compris que mes gaz, c'était des co-créations, que les proutes sont une preuve du fait qu'on n'est pas que humain, qu'on est aussi bactérien, parce que ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais c'est incroyable, comment ça se fait que je ne sais pas ça? Parce qu'en fait, quand on mange un aliment, l'aliment descend, et il y a un moment, il va rencontrer, pas tous les aliments, notamment les fibres, parce que les fibres, on n'est pas capable de les absorber. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons enzymes pour absorber les fibres. Donc les fibres, à un moment, vont rencontrer des bactéries qu'on a dans le côlon, c'est tout à fait normal. Et la rencontre entre la fibre, le nutriment et la bactérie, ça va créer ce qu'on appelle des métabolites. Les métabolites, c'est ces choses que créent les bactéries lorsqu'elles mangent, elles grignotent, puis après elles créent quelque chose. Et ces métabolites, ça peut être positif pour notre santé, comme ça peut être négatif. Souvent, elles créent des neurotransmetteurs, des vitamines, tout un tas de choses qui nous font du bien. Et on sait qu'en fait, dans notre sang, circulent des molécules, il y a 40% à peu près de nos molécules qui seraient des molécules qui viennent de nos micro-organismes. Ce qui fait qu'en fait, nous sommes extrêmement... que notre propre biochimie, notre propre biologie est extrêmement en lien avec toutes ces bactéries qu'on a dans l'intestin. Et parfois, en fait, ces bactéries, elles créent aussi des gaz. Donc, les gaz, c'est le cadeau nocif, entre guillemets. Et normalement, on doit créer des gaz, mais on ne doit pas en créer énormément. Sauf que quand les familles de bactéries ne sont plus les bonnes après des prises d'antibiotiques ou après des infections, la balance n'est plus la bonne et donc les choses se renversent et du coup on peut créer plus de métabolites toxiques que de métabolites positifs pour notre santé. Et quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit en fait, une phrase toute conne, je pète donc nous sommes en fait. Et c'est ça moi qui me...
voilà, tout d'un coup, ça m'a fascinée. Je me suis rendu compte que dans le monde du vivant, on n'était qu'une espèce parmi d'autres, qu'il fallait être un peu plus humble et que on avait plus de gènes bactériens qu'on avait de gènes humains et qu'à partir de ce moment-là, il fallait que je m'intéresse en fait à tous ces micro-organismes, aux vivants, et que de la même façon dont on pollue nos écosystèmes externes et qu'on voit un effondrement de la biodiversité externe, parce qu'on ne respecte rien et qu'on fout des pesticides à tout va et qu'on coupe des forêts qu'on ne devrait pas couper, on fait exactement la même chose à l'intérieur de nous. Nos écosystèmes internes, on est en train de les détruire à coups d'antibiotiques parce qu'on en donne beaucoup trop n'importe comment, qu'on mange très mal. C'est-à-dire que si on ne mange pas une alimentation saine, bio, avec un certain nombre de bactéries du sol qui sont bénéfiques pour notre santé et qui alimentent aussi notre propre flore et qui font qu'il y a une sorte de cercle vertueux, ça appauvrit notre propre biodiversité interne. Et quand on appauvrit notre flore, ou quand qu'on n'est plus en symbiose avec nos micro-organismes, on passe en dysbiose. Et la dysbiose, c'est un facteur extrêmement important dans un très 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 grand nombre de maladies aujourd'hui, notamment de maladies auto-immunes qui sont en forte hausse, de maladies chroniques, de maladies comme l'autisme, l'obésité, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, Alzheimer, mais aussi toutes les maladies digestives, évidemment. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument qu'on apprenne à... La même façon dont on doit apprendre à jardiner aujourd'hui, on doit réapprendre à jardiner, on doit réapprendre les plantes, on doit réapprendre le vivant à l'extérieur. Il faut aussi apprendre à alimenter et à respecter le vivant qui est à l'intérieur de nous. Et réaliser ça, pour moi, ça a été un véritable choc. Et je me suis dit que j'avais envie de participer à faire passer ce message, que je pense que absolument tout le monde peut comprendre, parce que c'est un message, en fait, ça coule, c'est l'évidence, en fait. Mais c'est une évidence qui nous est cachée, parce que, quelque part, le monde industriel n'a pas très envie qu'on se rende compte de ce genre de choses, de ce genre de logique, de la logique du vivant, parce que ça ne sert pas à l'industrie alimentaire, ça ne sert pas à l'industrie pharmaceutique, donc il y a beaucoup de blocages à faire passer cette information. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai écrit un livre donc, qui s'appelle « À fleur de P », P-E-T, le premier livre sur la maladie des hyperballonnés qui ont le microbiote à l'envers. Parce qu'en fait, cette maladie, elle a un nom, ça s'appelle le SIBO. En anglais, ça veut dire Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Ça veut dire pullulation bactérienne de l'intestin grêle. C'est quand, en fait, les bactéries du côlon remontent d'une certaine façon dans l'intestin grêle. Et en fait, quand elles sont dans l'intestin grêle, elles vont venir grignoter les aliments beaucoup trop tôt dans la digestion. C'est-à-dire que l'intestin grêle, c'est l'endroit où, normalement, les nutriments passent dans le sang. Et c'est là qu'on doit être bien alimenté. Et c'est comme ça que, si on est mal alimenté, commencent les problèmes. Et le problème, c'est que quand il y a des bactéries qui sont à ce niveau-là, ce qu'elles font, c'est évidemment, les aliments arrivent, pourquoi attendre ? Elles commencent à grignoter, et elles grignotent et elles créent des gaz très tôt. Ces gaz, qui sont souvent toxiques, vont abîmer les parois de l'intestin grêle. Et l'intestin grêle, c'est là, comme je dis, où on absorbe, mais c'est aussi là où il y a un certain nombre d'enzymes qui viennent en fait aider à découper moléculairement les aliments pour que ça puisse ensuite passer dans le sang. Donc c'est un cercle vicieux. On commence à ne plus créer ne plus avoir les bonnes enzymes pour que l'alimentation soit digérée. Donc les choses ne passent plus correctement dans le sang. Et donc quand on a des aliments qui doivent normalement passer dans le sang, mais qui ne passent pas dans le sang, en plus de ça, ça descend dans le côlon. Et on se retrouve dans le côlon avec des aliments qui auraient dû passer plus haut. Et donc, avec ces aliments qui sont dans le côlon, qui ne sont pas censés être dans le côlon, vont être nourris des bactéries qui n'ont pas l'habitude d'être nourries. Donc ça va changer l'écosystème dans le côlon. Et du coup, un grand cercle vicieux se met en place. Et on se retrouve dans une situation où on ballonne absolument constamment, où on sent bien qu'on a un alien dans le ventre. On se sent habité, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. On a des humeurs exécrables, c'est-à-dire
moi, j'avais des élans de tristesse et de dépression, mais je sentais bien que c'était pas... Parfois, ce n'était absolument même pas en lien avec ma vie. C'est-à-dire, je me sentais dans un état biologique où ça fonctionnait plus là-dedans. C'était que des idées noires, et quand je voyais ma vie concrète, il n'y avait pas de raison d'avoir envie de sauter par la fenêtre, hein, il n'y avait aucune raison. Et du coup, je me suis bien rendu compte que finalement, ce qui se passait dans mon intestin communiquait assez directement avec mon cerveau. Et là où les médecins m'agaçaient énormément, c'est que dans leur idée à eux, c'était ce qui se passe là-dedans, interagir là-dedans. Sauf que non, on sait très bien que la plupart des communications se font dans ce sens-là. Évidemment, il y a des communications dans ce sens-là, mais la plus grande autoroute aujourd'hui, à travers le nerf vague, qui est ce nerf qui relie l'intestin au cerveau, c'est comme ça que ça se passe. Et en fait, on se rend compte de plus en plus que c'est vraiment comme ça que ça se passe, parce que la plupart une très grande partie des molécules sont créées par cette flore bactérienne. Et ces molécules voyagent dans notre sang et voyagent jusqu'au cerveau. Donc, pour moi, ça, c'est important. Et comprendre ça, ça veut dire reprendre la maîtrise sur la santé, mais aussi sur l'environnement, en fait. Et se battre pour que l'environnement soit différent. Parce que toutes ces maladies, finalement, et cette perte de biodiversité du microbiote viennent de notre lifestyle. Et pour moi, ce sont des maladies environnementales. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Est-ce que tu aurais un message pour ceux et celles qui veulent réaliser leurs rêves, leurs projets ? Oui, c'est de ne pas... Alors, pour réaliser ces projets, l'important, c'est de ne pas attendre que ce soit un projet parfait. Je pense qu'il y a énormément de gens qui, en fait, à cause de l'école, à cause de notre culture, on nous dit que faut que les choses soient à la perfection. Et puis surtout, on regarde tout ce que les autres gens ont fait avant. Et puis on se dit, bah oui, mais eux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Moi, je suis pas légitime. Voilà. Moi, je pense qu'il faut commencer, et commencer mal. Il faut faire des vidéos pourries au départ. Il faut faire des livres nuls. Il faut faire des blogs que personne ne lit. Il faut faire plein de trucs comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et qu'il faut pas... Il faut se jeter à l'eau et que les gens ont tendance à penser que les autres vont être malveillants si on fait quelque chose d'imparfait. Sauf que non, quand on fait quelque chose d'imparfait, on est dans un cercle vertueux parce que les autres gens osent aussi faire des trucs imparfaits. Et plus on fait des trucs imparfaits, plus ça devient parfait. Et en fait, les gens s'attachent à vous aussi parce que vous faites des trucs imparfaits qui deviennent au fil du temps plus parfaits. Et les gens aiment les histoires, les gens aiment les processus et les gens aiment les évolutions des autres gens. Et c'est pour ça qu'il faut juste commencer et commencer avec ce qu'on est au moment T où on a envie de le faire. On parlait d'hors caméra, des personnes qui ont poussé telle ou telle star à se faire connaître. Toi, est-ce que tu aimerais, est-ce qu'il y a des personnes qui te viennent en tête que tu aimerais remercier, qui ont contribué à devenir ce que tu es, quoi. Ce que je suis. Ouais, il y a des personnes qui m'ont donné confiance. Je dirais qu'une des personnes qui m'a donné confiance et qui a été importante dans mon parcours, c'est quand je suis sortie de mes études de stylisme et de mes études de journalisme dans la mode, je me destinais plutôt à écrire pour des magazines de mode ou dans l'art. Et en fait, j'ai postulé à un programme qui s'appelait à l'époque le Monde Académie. C'est le Monde qui se disait on aimerait des profils un peu différents que des profils Sciences Po ou école de journalisme. Et donc j'ai envoyé un article à l'époque, un article de mon blog qui s'appelait La Gazette du Mauvais Goût. Et je m'étais passionnée par les looners. Les looners, c'est un type de personnes qui sont fétichistes sexuels des ballons de baudruche. Donc c'est des mecs qui se frottent ou des femmes parfois qui se frottent à des ballons de baudruche et leur excitation réside à réussir à jouir avant que le ballon explose. Et c'est un truc qui m'avait totalement amusée, fascinée. J'avais squatté des forums et du coup j'avais raconté un peu ce que faisaient ces gens. J'avais envoyé cet article au Monde et on m'avait pris dans ce programme. Et une des personnes qui m'a beaucoup aidée et marquée, c'était un des directeurs à l'époque adjoint du Monde qui s'appelle Serge Michel, qui n'est plus au Monde maintenant, mais qui
avait eu l'audace, j'ai envie de dire, de me prendre dans ce programme avec cet article qui était complètement what the fuck, complètement absurde. Et j'ai trouvé que c'était courageux de sa part, de la part de quelqu'un qui vient d'une institution quand même assez puissante et lourde, de prendre quelqu'un comme moi dans ce programme et de me donner l'opportunité et d'avoir la confiance enfin, de croire que quelqu'un comme moi pouvait avoir sa place en fait dans le monde et qui pouvait écrire des articles dans le monde. Il a passé beaucoup de temps à comprendre qui j'étais, comprendre ce que j'avais envie de dire, ce que j'avais envie de raconter, ce qui était spécial dans ma façon de raconter des histoires, et à m'aider en fait à le raconter de manière plus professionnelle, plus digeste. Il a passé beaucoup de temps à ça, et ça m'a donné beaucoup confiance en moi que quelqu'un d'aussi puissant quand même, parce que rédacteur en chef adjoint du Monde, c'est pas rien, puisse croire en moi. Et ça a été... ça m'a donné beaucoup de courage et de force. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose, un thème que tu aimerais évoquer? Là, il nous reste quoi, 5 minutes comme ça ouais. Il y a un thème qui est très important pour moi, c'est le thème de la vulnérabilité et de l'hypersensibilité. Je pense qu'on est dans un monde où on ne parle pas assez de nos émotions. Il y a quelque chose d'étrange, on n'aurait pas le droit d'être en colère, comme on n'aurait pas le droit d'être triste, on n'a pas le droit d'être hystérique, on n'a pas le droit d'être parfois submergé par ses émotions. Et la façon dont on raconte les histoires aujourd'hui, notamment dans le journalisme, il y a cette fausse position de la neutralité. Moi, je pense qu'on n'est jamais neutre. Ça n'existe pas, la neutralité. Et je pense que justement, on a besoin de replacer les émotions au cœur d'absolument tout. Et je pense que dans la situation écologique actuelle et dans la situation où est le monde, je pense qu'il n'y a que les émotions qui peuvent être un moteur, un véritable moteur de changement. Et je pense qu'il faut arrêter d'avoir honte d'être vulnérable. Il faut arrêter d'avoir honte d'être en colère. Moi, je suis très en colère. Et je pense que la colère, c'est un moteur de changement. Ça peut être un moteur créatif incroyable. Pareil, la tristesse, pour moi, c'est un moteur de poésie absolument fou. Et je pense qu'il n'y a que les gens qui ont été blessés, il n'y a que les gens qui ont eu mal, qui, en fait, pour moi, la douleur te pousse à avoir un nouveau regard sur le monde. Et on doit célébrer ça. Donc, pour moi, ça, c'est important.